Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci d'avoir été aussi patient pour assister à cette rencontre, cette grande rencontre qui inaugure cette première grande soirée du Festival America. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver et surtout très heureux de pouvoir accueillir avec nous trois auteurs majeurs, trois auteurs sous les étoiles. Alors d'habitude, au Festival America, on est sous les 50 étoiles du drapeau américain. Eh bien, ce soir, nous serons sous les 12 étoiles du drapeau européen, aux côtés de trois écrivains qui représentent avec maestria la littérature européenne. D'ailleurs, on leur demandera ce que c'est que pour eux la littérature européenne, s'il existe une littérature propre à l'Europe. Dans cette réunion, qui est ce rendez-vous pour parler justement de l'Europe, de son passé, de sa culture et de son avenir. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Andrei Kourkov. Bonsoir Andrei Kourkov. Écrivain phare de la littérature ukrainienne, prix Médicis étranger en 2022 pour Les Abeilles Grises. Nous vous avions découvert en France avec Le Pingouin, L'étier d'une nuit, L'ami du défunt ou encore Le Caméléon. Et vous avez publié Journal de Maïdan aux racines du conflit. C'est repris en poche chez Lana Lévy. Et Le cœur de Kiev, c'est sorti cette année. C'est la deuxième partie de la grande saga historique que vous consacrez à cette époque de Kiev. On est en 1919, au moment où la ville vient d'être prise par les bolcheviks. À vos côtés, Andrei Kourkov, j'ai le grand plaisir de retrouver Monsieur Eri De Luca. Alors, Eri De Luca, c'est l'un des écrivains étrangers les plus appréciés en France. Prix Femina étranger en 2002 pour Montedidio, prix européen de littérature en 2013, auteur d'une œuvre prolifique autour de thèmes comme l'art, l'engagement, la quête de spiritualité, l'émigration, la montagne aussi. Ses romans, Trois chevaux, Impossible, Le jour avant le bonheur, Le poids du papillon et tant d'autres. Et vous venez de publier Les règles du Mikado. C'est chez Gallimard, traduit par Daniel Vallin. C'est l'histoire de la rencontre entre un vieil horloger et une jeune cigane. Et on verra comment les règles du Mikado peuvent guider nos vies. Et puis enfin, j'ai aussi le très grand plaisir d'accueillir Monsieur Colm Tóibín. Grande voix des lettres irlandaises, prix du meilleur livre étranger en 2004 pour Le Maître, auteur d'une œuvre acclamée elle aussi, Brooklyn, Le Magicien, Nora Webster, Histoire de la nuit. Vous avez publié en cette rentrée Long Island, qui est justement la suite de cet ouvrage qui était Brooklyn il y a quelques années, qui nous entraîne sur les traces d'une jeune femme qui s'était exilée aux États-Unis et qui revient en France. C'est publié chez Grasset, c'est traduit par Anne Gibson, et vous serez interprété ce soir par Grace Colson. Et merci beaucoup aussi aux interprètes qui nous permettent de rendre ces rencontres possibles. Alors ensemble, nous allons donc parler d'Europe, ce vieux continent dont on va se demander s'il a le regard tourné vers le passé ou vers l'avenir. Faut-il encore croire en l'Europe? Tel est le thème de cette rencontre. Et pour l'ouvrir, j'aimerais peut-être d'ailleurs d'abord commencer par vous demander ce que ce mot d'Europe signifie pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce que c'est une terre? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est simplement une princesse phénicienne enlevée sur un taureau? Je me souviens des mots de Paul Valéry qui disait qu'une terre était européenne si elle avait connu l'esprit grec, la religion chrétienne et la domination romaine, ce qui d'ailleurs serait peut-être exclurait certaines des vôtres de la définition de l'Europe. Mais alors justement, je me tourne plutôt vers vous pour savoir quelle serait pour vous la définition de l'Europe. Andrei Kourkov. Bonsoir. Pour moi, Europe plutôt signifie la civilisation et l'histoire, et bien sûr et la réalité. Dans le temps soviétique, les jeunes gens avaient un rêve américain. Mais après la chute de l'Union soviétique en 1991, les Ukrainiens remplaçaient le rêve américain avec le rêve européen. Parce que le rêve américain était très simple, devenir riche, et le rêve européen signifiait quelque chose de différent. C'était se trouver dans une situation démocratique, stable, culturelle, et aussi gastronomiquement très agréable. C'est pas mal. Sans burger. Eri De Luca, qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous? Comment est-ce que vous définiriez ce terme? L'Europe a été le continent le plus belligérant de l'histoire de l'humanité. Le plus belliqueux.
Aussi parce qu'outre les guerres qu'il a fait à l'intérieur, il a exporté ces guerres pendant tous les siècles des conquêtes coloniales. Donc, tout à coup, à la moitié de ce siècle, sont cessées les guerres en Europe. Parce que la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale a épuisé l'Europe au point d'essayer d'inventer quelque chose qui empêche aux États membres de l'Europe de se battre à nouveau. Et donc, ils ont inventé cette formule de l'Union européenne. Donc, j'ai un sentiment de gratitude envers l'Union européenne, parce que j'ai été la première génération née après la guerre qui n'est pas partie à se battre contre une autre génération européenne déclarée ennemie. Donc, pour moi, l'Europe et l'Union européenne est le résultat majeur de toute l'histoire politique du XXe siècle. Alors nous avons déjà deux définitions de l'Europe, une définition culinaire, culturelle et culinaire, et puis une définition politique pour laquelle l'Europe, c'est la paix. Comme Toybin. Yeah, it's nice to have three men talking about Europe. And maybe the next time we'll have three women talking about Europe. And maybe sometime we'll have men and women talking about Europe. Because I think there are some women in Europe. And it's nice. Oui, c'est bien. Voilà, nous sommes trois hommes pour parler de l'Europe. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait avoir trois femmes qui parleraient de l'Europe, ou même trois hommes et trois femmes, parce que je pense qu'il y a quand même des femmes qui habitent en Europe. It's very hard to talk about Europe or define it. It has too many limits, too many ambiguities, and almost everything you would say, the opposite is also true. But as Eri says, the European Union is a finite thing. You can describe it. You can say what it is. It has many imperfections, but it has been set up with some sort of idealism. It has made a difference to my country, Ireland. It has made a difference to my life. And these differences have been beneficial. But it remains imperfect, which is one of the things I can trust about it, that it's not something you can love. And I worry about loving countries. I worry about loving things that are not people. And so no one loves the European Union, but you can make two cheers for it, and perhaps two cheers is enough. Je pense qu'il est difficile de définir l'Europe et qu'est-ce que c'est exactement parce qu'il y a à la fois des limites, des paramètres et des ambiguïtés. L'Europe, c'est tout et son contraire, en fait. L'Union européenne est quelque chose de très défini, il y a ses règles, c'est quelque chose d'imparfait, mais qui est quand même fondé sur un idéal. Et cet idéal a fait pour nous, en Irlande, une grande différence. Ça a fait une différence dans ma vie, une différence positive. Mais je ne pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime un pays, qu'on tombe amoureux de l'idée de l'Europe, par exemple. On aime les hommes et les femmes. Donc moi, je dis « Hurrah l'Europe », mais je ne dirais pas « J'aime l'Europe ». On voit là qu'il y a deux définitions de l'Europe qui presque se cohabitent. C'est l'Union européenne, comme si c'était une entité politique qui est née d'une forme d'idéalisme, qui a apporté la paix, et puis la question de l'Europe en tant que civilisation. Est-ce que l'Europe, justement, quand on parle de culture, de civilisation, c'est une seule Europe, ou est-ce qu'il faut déjà tout de suite dire qu'il y a plusieurs Europes, plusieurs civilisations au sein même du continent européen? Qu'est-ce que vous en pensez, Andrei Kourkov? Oui, bien sûr, il y a Europe grecque, Europe italienne, Europe française, mais c'est déjà le niveau numéro 2. Si on analyse la situation culturelle et les traditions et tout ça. Mais pour moi, en tout cas, en fait, toutes les cultures européennes font l'Europe. C'est la voie européenne, ce n'est pas simplement la voie italienne. C'est la voie italienne et européenne dans le même moment. C'est-à-dire, Eri, c'est dans le cas, il est européen. Peut-être plus européenne qu'italienne, mais je ne suis pas sûr qu'il est d'accord avec ça. On va lui demander. On peut demander, bien sûr, oui. Mais cette collection de voix, collection de cultures,
Cet assemblage, c'est le bijou, c'est vraiment, peut-être, on ne peut pas imaginer quelque chose plus intéressant comme ça, et plus efficace aussi pour la population européenne. Alors, Eri, on se tourne vers vous. Est-ce que vous êtes plus européen qu'italien? Et puis, en revenant après aussi sur la question, est-ce qu'il y a une culture européenne? Il y a plusieurs cultures. Est-ce que ça signifie quelque chose? Je suis napolitain. What? Que c'est une espèce de concentration de tous, une concentration de toute la bâtardise de la Méditerranée et de l'Europe. À Naples, il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus à Naples au cours de l'histoire. Beaucoup d'armées européennes qui sont venues se mêler avec. Et, donc, si l'Europe, pour moi, a une culture méditerranéenne. Parce qu'à travers la mer Méditerranée, non à travers l'Italie, mais à travers la mer Méditerranée, sont arrivés l'astrologie, la philosophie, la littérature, le théâtre, la poésie, les chiffres, et même le monothéisme est arrivé. Parce qu'il n'y avait pas de monothéisme. Il y avait tout le temps une prolification de divinités qui c'était le polythéisme qui était démocrate par excellence, parce qu'aucune divinité excluait l'autre divinité. Et tout à coup, même le monothéisme, nous ne l'avons pas inventé, nous, à Rome. À Rome, il y a le pape, bien sûr, mais les premiers papes étaient juifs, étaient déportés de la conquête de la Judée par les Romains. Donc, pour moi, la culture européenne est entièrement liée à la source de la Méditerranée. Et donc, il existe une culture européenne. Bon, comme Toybin, la culture européenne, elle est liée à la Méditerranée. J'ai quelques notions de géographie. L'Irlande, on n'est pas tout à fait au bord de la Méditerranée. Est-ce que c'est-à-dire que vous n'êtes pas européen? Yeah, he's absolutely right. That in Ireland, the word European is good because it's a good way for applying for grants. European, it's about getting more money from Strasbourg and Brussels. But the real Europe is, it's a holiday in somewhere marvelous. Sardinia, Naples, get me down into Sicily, take me over, But these are summer words. Europe in the summer is a different thing than Europe in the winter. And we have to realize, how far can we extend the word Europe? It's not how limiting it is, but since the European Union used to be the European Economic Community, then we can change these words. So could we extend the word Europe into Turkey, the full country of Turkey? Could we extend Europe into Morocco? Could we extend the European Union into Algeria and Tunisia? And so, in other words, can we embrace Islam in this business of, if we can have Martin Luther, if we can have Erasmus, can we not have Averroes or some of the Islamic heroes and intellectuals also? So that if we can extend seats in the European Parliament to representatives of people who clean the European Parliament, then we might actually make a more inclusive, inclusive is a stupid word, but I mean a Europe that just whose limits move outwards, rather than suggesting there's one God or one Europe or one culture. Oh, that's too long, I'm sorry. No, that's fine. En Irlande, effectivement, l'Europe, on n'entend pas la Méditerranée quand on parle de l'Europe, mais par contre, quand on parle de l'Europe, on pense souvent aux dons, aux bourses, aux programmes qui sont gérés par Strasbourg et Bruxelles, des euros qu'on va pouvoir capter pour faire notre travail ou nos projets. On pense aussi à l'Europe comme un lieu de vacances, en Sardaigne, Naples, Sicile. L'Europe, c'est quelque chose qui porte en lui l'idée de l'été, des vacances, de la fête. L'Europe d'été est très différente de l'Europe en hiver. Et je poserai la question, est-ce que l'Europe est quelque chose dont on peut repousser les frontières? Vous savez, à l'origine, on parlait de l'union économique
de la communauté européenne, et maintenant c'est devenu une union plutôt politique. Et je me demande si on ne pourrait pas encore une fois changer de vocabulaire pour parler d'une Europe qui pourrait comprendre aussi la Turquie ou le Maroc, une Europe qui pourrait comprendre aussi ou embrasser l'Algérie, la Tunisie. Est-ce qu'en Europe il y a une place pour l'islam? Est-ce qu'à côté de Martin Luther et Erasmus, on pourrait faire une place aussi à Averroès et d'autres personnalités de l'islam? Est-ce qu'on doit se dire que l'Europe, c'est le continent d'une seule religion, d'un seul Dieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir l'Europe pour représenter aussi bien les pays qui se trouvent avec des sièges au Parlement européen et les représentants des personnes qui nettoient, qui font le ménage au Parlement européen? C'est une idée d'inclusion. Bon, c'est un mot qui est un peu à la mode maintenant, mais je pense qu'on peut aller au-delà de l'idée d'une Europe qui serait un seul Dieu, une seule idée, une seule religion. Okay, thank you. Je me tourne vers vous, Andrei Kourkov. Vous aussi, l'Ukraine, on est un peu loin des rivages de la Méditerranée, encore que je crois qu'Eri De Luca pourra nous rappeler les liens qu'il y a entre la Méditerranée et l'Ukraine, entre la Méditerranée et la mer Noire pour l'Ukraine. De votre côté, les frontières de l'Europe, justement, frontières culturelles, frontières géographiques, est-ce que ça a un sens pour vous? Oui, en fait, j'écris dans un roman que l'Ukraine, c'est un pays méditerranéen. Parce que c'est l'esprit méditerranéen qu'on observe parmi les gens, spécialement en été, dans les villes comme Lviv, dans les autres anciennes villes. En fait, je pensais évoquer Giorgio Dalleopoli. Vous connaissez Giorgio Dalleopoli? Non. Il était, en fait, le vrai nom était Yuri Katermak. C'était un Ukrainien, un écrivain, professeur ukrainien de Drogobych, d'une petite ville pas loin de Lviv, qui était élu le président de l'université Bologna en 1474. Et il était l'auteur du premier livre ukrainien édité à Rome et écrit en latin. Et en fait, il était un astrologue qui écrit pour les familles nobles italiennes les plans astrologiques pour les prochaines, pour le temps prochain, astrologique, économique et tout ça. Et comme ça, je crois la route entre Bologne ou Rome et Ukraine, il y a 600 ans, était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. Mais Ukraine, c'est un pays vraiment européen. C'est avec une histoire très complexe, très difficile à expliquer dans 5 minutes. Mais je n'ai pas de doute que l'Ukraine va revenir dans l'Union européenne, ou entrer dans les prochaines 5-10 ans. En fait, une partie, c'est une chose plus triste peut-être, mais une partie des Ukrainiens qui étaient parfois contre le fait que l'Ukraine peut devenir une partie d'Europe. Je parle des habitants des Donbass et des Sud d'Ukraine qui sont devenus les réfugiés en Europe. Ils sont déjà en Europe, ils sont les réfugiés. Ces enfants vont dans les écoles européennes et il faut dire qu'il y a plus que 400 000 enfants ukrainiens aujourd'hui dans les écoles de l'Union européenne. Je ne crois pas qu'ils répartiront chez eux, spécialement si on parle des villes qui n'existent plus, comme Toretsk, Vovchansk et les autres. On va reparler justement aussi de la question de l'Europe dans un monde en guerre. Mais peut-être, je voudrais revenir vers vous, Eri De Luca. Vous nous disiez que vous étiez napolitain. La chanson la plus célèbre de Naples, c'est O Sole Mio. Et un jour, vous m'avez raconté l'histoire de O Sole Mio pour nous rappeler que finalement, c'est une chanson qui n'est pas complètement napolitaine, justement, et qui est un peu liée avec l'Ukraine. Oui, O Sole Mio, la musique a été composée dans le port d'Odessa par un Napolitain qui s'appelait Eduardo Di Capua.
et que sur une aube sur la mer Noire a commencé à écrire la musique di O Sole Mio. Mais l'Ukraine, pour moi, est complètement européenne. Ça veut dire que l'Ukraine est le pays d'Europe qui a le nombre majeur de frontières avec des pays européens. L'Ukraine est le pays qui a plus de frontières avec l'Europe. En plus, la mer Méditerranée doit à la mer Noire son eau. Parce que les immenses fleuves de l'Europe, le Danube, le Bug, le Dniester, le Dnieper, le Don, sont des fleuves qui entrent dans la mer Noire, et le passage entre la mer Noire et la mer Méditerranée est un passage en descente, parce que la mer Noire est plus haute. Donc, il y a une courante qui entre dans la mer Méditerranée. Donc, comme napolitain, je me suis baigné dans l'ensemble de tous ces fleuves. J'ai absorbé toutes ces présences. Donc, et la première fois que je suis allé en Ukraine après la guerre, je me suis trouvé face à une colonne. Et je me suis arrêté, j'ai regardé là en bas, ça c'est le centre géographique d'Europe, c'est écrit. Et parce que par des mesures de kilomètres, là il y avait comment on dit l'ombelico, le nombril de l'Europe. Donc l'Ukraine est complètement européenne, aussi, même par la géographie, mais aussi par l'histoire, et napolitaine pour la musique. Ok, donc on apprend donc que le nombril de l'Europe est en Ukraine. Vous vous en souviendrez. Ça veut dire donc qu'il y a l'eau qui circule. L'eau unit les territoires et les peuples européens. Je me demandais, on a toujours cette phrase très célèbre d'Umberto Eco qui disait que la langue de l'Europe, c'était la traduction. Je me demandais si la langue de l'Europe, c'était aussi la littérature. Et donc j'aurais envie de vous demander si vous avez un sentiment que vos romans à vous sont des romans européens. Et donc, si en creux, il existe quelque chose d'une littérature européenne, une littérature qui serait distincte des littératures américaines, on est là ici au Festival America, mais aussi des littératures africaines, des littératures asiatiques. Est-ce qu'il existe une littérature européenne? Est-ce que vous avez l'impression que vos romans sont des romans européens, comme Tobin? No, don't care about those adjectives, Irish, homosexual, European, I'm all three. I don't care about them. I'm trying to write another sentence, and I better be busy. And there may be some idea that self-deprecation, Pinocchio or Cervantes is a European thing. But then you go to China, you find they're even better at self-deprecation in a different way than we are. I just want to say something about, can I say something about Ukraine? Of course. Do you mind? Of course. I witnessed a miracle. I woke up one morning in 1977 in the city of Barcelona to find that somebody had changed the names of important streets officially through the night. They had moved some from Spanish to Catalan. They'd left the Spanish ones, but Catalan opposite. They changed the names of the street called after General Franco. They just took the signs down. Overnight, he was gone from the streets. And I love that idea. In Dublin, for example, Sackville Street became O'Connell Street. The idea then we talk about a Europe in which places have changed their names. And we look at that as maybe being the most intense parts of Europe, are places that were Lemberg, were Lvov, and then were Lviv, if you'll forgive my pronunciation. And if that city isn't at the very center of both the European dream and the European nightmare, then where else is? Because it seems to me that that idea of a city needing to change its names and having at its center also, it produced the words we use now for human rights law came from that city in Ukraine. The words, for example, human rights themselves the word comes from the people who studied at that university. Adam Zagajewski, the great Polish poet, dreamed of Lvov because he felt that's where he was really from, because his parents came from there. But by that time, it was Lviv. And that each time it changes, we hope it's the last change. But nonetheless, the idea that that's not Europe, or is less than Europe, or isn't already fully integrated into Europe in a cultural way is nonsense. It is, we are all citizens of Lviv.
En fait, moi, je m'en fiche un peu d'être identifié comme étant quelqu'un ou un auteur européen ou irlandais ou homosexuel. C'est pas mon problème. Vous me direz peut-être que je fais de l'autodérision, c'est possible, mais moi, je suis en train d'écrire des phrases et ça, c'est mon travail d'écrire. Effectivement, il y a des œuvres comme Pinocchio ou les œuvres de Cervantes. On peut dire ça, c'est de la littérature européenne. En Chine, effectivement, il doit y avoir une littérature propre, mais les Chinois sont aussi très doués pour l'autodérision. Mais je souhaiterais revenir sur cette idée de l'Ukraine. Moi-même, j'ai vu quelque chose d'assez miraculeux en 1977. J'étais à Barcelone et pendant la nuit, les rues ont changé de nom. Il y avait des rues qui portaient des noms espagnols et pendant la nuit, ces noms sont devenus catalans. Le nom de Franco a disparu des rues pendant la nuit. Et à Dublin aussi, je me réjouis de savoir qu'une rue qui s'appelait autrefois Sackville s'appelle maintenant O'Connor. L'Europe, c'est un espace, c'est un lieu où on change des noms, où on change les noms des choses, les noms des villes. Le Veuve est devenu Le Vive. Comment ne pas dire que cette ville ne serait pas au centre de cette idée européenne qui est qu'on peut épouser une idéal et une ville peut changer de nom pour mieux être le reflet des personnes qui y habitent. Je pense que les droits de l'homme même ont vu le jour dans cette ville de Lviv par son université, par les poètes qui l'ont fréquenté, notamment je pense à un poète polonais, Zagajewski, un poète polonais dont les parents venaient de cette ville. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer l'Europe sans l'Ukraine. C'est un non-sens que de dire que l'Ukraine n'appartiendrait pas à l'Europe alors que c'est un pays qui nous a tant donné. Andreï Kourkov, est-ce qu'il y a quelque chose d'européen dans vos romans? Qu'est-ce qui serait européen dans votre écriture? Humanité. Les histoires humaines, les histoires des gens, pas nécessairement les histoires politiques, mais pour moi aussi, Franz Kafka, c'est un des meilleurs écrivains ukrainiens, je veux dire. Il n'est pas ukrainien, il n'est pas tchèque, il est autrichien, il est européen. C'est-à-dire tout qui reste dans la littérature européenne, c'est la littérature européenne, soit c'est écrit en Ukraine ou en Autriche ou en France. Mykola Gogol, c'est un écrivain russophone, ukrainien, européen, lu partout dans le monde entier. Mais on peut dire, bien sûr, qu'il y a des régions en Europe qui produisent une autre littérature, si on parle des genres. C'est des polars scandinaves, par exemple. C'est un phénomène, mais c'est aussi la littérature européenne. Donc il y a des littératures européennes, peut-être. Éric De Luca, de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un écrivain européen et qu'il y a quelque chose d'européen dans vos romans? Non, je suis un écrivain napolitain. J'insiste. Mais toujours napolitain. J'insiste sur le fait. Mais je pense qu'il existe une musique européenne qui vient de la musique des Tziganes. Je pense qu'il existe une peinture européenne, de la sculpture européenne, du théâtre européen. Mais les littératures sont différentes. Il y a les littératures européennes et sont les littératures européennes qui m'ont forcé à apprendre les langues pour aller chercher les auteurs que j'aimais dans leur cachot, dans leur langue. Donc, lesquels, par exemple? Quels auteurs, par exemple, que vous avez voulu aller chercher dans leur cachot? Par exemple, je me suis mis à étudier le russe par Marina Tsvetaeva et par Isaac Babiel, qui est ukrainien, qui est un auteur ukrainien, c'est comme Vassili Grossman, qui pour moi a écrit les plus énormes romans du XXe siècle, c'est ukrainien. Donc, il existe les littératures européennes qui m'ont attiré comme lecteur, parce que ici, je suis invité comme écrivain, mais je suis lecteur. Ma définition de moi-même est celui de lecteur, parce que je lis beaucoup plus que j'écris, évidemment.
Et donc, comme lecteur, j'étais attiré à apprendre les langues à travers les différentes littératures. Donc, j'aime qu'il y a beaucoup de littérature européenne. J'étais frappé tout à l'heure, comme Tobin, quand vous avez parlé de l'Europe, vous avez parlé à la fois du paradis européen et du cauchemar européen. Et c'est vrai que quand on se retourne vers l'histoire de l'Europe, quand on lit Vassili Grossman, par exemple, on voit que l'histoire de l'Europe est une histoire de violence, une histoire de guerre, une histoire de domination. Et je me demandais justement, on se disait que le thème de cette rencontre, c'était « Faut-il encore croire en l'Europe ?» Qu'est-ce que l'Europe a à apporter au reste du monde ? Quand on a un continent dont l'histoire est tellement frappée par ces histoires de violence et de domination, qu'est-ce qu'elle peut encore apporter au reste du monde ? Une fois d'ailleurs que la domination envers le reste du monde s'est un petit peu évaporée. Oh, I think one of the most beautiful words we have produced in Europe is the word Schengen. Schengen is such a great idea that you just abolish passports and that you can move. The extraordinary idea that between France and Germany, just considering what happened in 1914 and 1939, that you can drive between France and Germany as though there's no border. Well, that was a dream somebody had. How did that happen? Imagine if that could start elsewhere, say between Mexico and the United States, that you would just wander in and wander out as you pleased, as though you were on your holidays. So that blueprint of Schengen, I think, gives us a great deal. But I suppose the other idea is that because I'm Irish, I watch the other European countries with some interest because, of course, all of you had colonies, and some of you still do. And the idea that, so much wealth was amassed in London, for example, from all the places, all the plunder, not to speak of Paris, not to speak of Belgium, not to speak of Spain. I mean, just go there and look, like that you guys in Europe, not Ireland, took all this wealth from all these places. Now, I'm interested in how this might be still in existence in some strange, subtle, and complex ways. One of them being another miracle in Barcelona in 1977 was the appearance that García Márquez and Vargas Llosa were both living in the city between 75 and 78 to watch the transition, the peaceful transition from dictatorship to democracy. Because Barcelona was a center of publishing in the Spanish language and still is. But now, a lot of the big Spanish publishers bought all the South American publishers, all the little publishers in Argentina and in Venezuela and in Colombia. They effectively closed them. So that all the books coming into South America, the novels, are coming from Spain. Some of them are being printed in Spain, but most of them are being edited in Spain. So you have a new colonialism coming from what was a great center of publishing. On the other hand, London is also a great center of publishing. And if you're an Irish writer, you find, and this has been true since about 1800, in other words, for all these 200 and something years, a strange welcome you get in London that you don't get at home. There's almost a funny suspicion of what are you writing now? What are you writing next? What's coming next? And it isn't there so much as it used to be, but nonetheless, London has always been for us, as writers, as artists, as musicians, a place of welcome, an open place, as a center of publishing. So all this comes with its complexities, and nothing is simple within how power is used still. I consider the power of London in publishing to be benign, generally, but I don't consider the power of Spanish publishing to be anything other than malign in its relationship to Central America and South America. Sorry, that was too long again. I'm really sorry, it's too long. Pour moi, il y a un mot formidable qu'on a inventé en Europe, c'est le mot Schengen, l'espace Schengen. Quelle idée formidable. Tout d'un coup, on n'avait plus besoin de passeport. Quand vous pensez à l'histoire qu'ont vécu le peuple français et allemand, c'est dire que maintenant, après 1914, après 1939, maintenant, on monte dans sa voiture, on traverse la frontière, on n'a même pas besoin de passeport. C'est un rêve, c'est formidable. Imaginez qu'on essaye de mettre la même chose en place entre le Mexique et les États-Unis, par exemple. Que les gens puissent aller venir comme en vacances entre les deux pays. Schengen, c'est vraiment fabuleux. Qui aurait pu l'imaginer ? Maintenant,
en tant qu'Irlandais, j'ai toujours regardé les autres pays de l'Europe et je regarde ces pays qui ont eu des colonies autrefois et certains qui ont encore des sortes de pouvoir colonial sur d'autres pays du monde. Et je regarde les richesses qui ont pu s'accumuler à Londres, à Paris, en Belgique, en Espagne. Et donc, c'est une Europe qui est différente de ce qu'on a pu vivre en Irlande. Nous, on n'avait pas de colonies. On n'a pas été pillés chez les autres. Et encore une chose qui s'est passée à Barcelone en 1977, il y avait des auteurs qui étaient là pour assister à la transition entre la dictature et la démocratie, Garcia Marquez et Vargas Llosa. Marquez et Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Ils étaient là pour assister à cette transition. Et avec cette transition, s'est passé une chose, c'est que les maisons d'édition espagnoles ont pris beaucoup de pouvoir sur la langue espagnole et donc ont eu une sorte d'effet colonisateur sur les maisons d'édition qui se trouvaient en Argentine, au Venezuela. Et donc c'était une colonisation culturelle qui s'est opérée parce que toute la littérature sud-américaine a été récupérée par les maisons d'édition espagnoles. Londres a un peu la même fonction pour la langue anglaise en matière d'édition, mais c'est un pouvoir plus doux. À partir des années 1800, toute la littérature irlandaise a été accueillie et publiée à Londres. Et on avait l'impression, quand on se présentait à Londres, que les Londoniens nous attendaient avec enthousiasme pour savoir ce qu'on allait pondre par la suite. On a toujours eu un très bon accueil et c'est un pouvoir assez doux qui s'exerçait, je trouve, sur la littérature anglaise. Par contre, je dois dire que le pouvoir des maisons d'édition espagnoles sur la littérature sud-américaine est beaucoup moins bienveillante. Thank you. Thank you very much. Andrei Kourkov, ce que nous dit Colm Tóibín, c'est très intéressant parce qu'il nous rappelle deux choses. Il nous rappelle que l'Europe, c'est à la fois cet exemple démocratique, cet exemple de progressisme dans la volonté d'effacer les frontières, d'unir les peuples, de développer la démocratie, et en même temps, c'est un passé historique, colonial fort, qui se traduit encore aujourd'hui par une forme de colonialisme qui peut encore être présent ailleurs. Comment est-ce que vous voyez ça sur l'Europe? Est-ce que l'Europe peut être un modèle pour le reste du monde encore, ou est-ce que c'est compliqué de pouvoir affirmer cela? Je pense que chaque pays, peut-être sauf pays qui n'existait pas dans le passé, a une histoire dramatique, violente, avec beaucoup de choses terribles. C'est aussi l'histoire des Russes de Kiev, d'anciens territoires d'Ukraine, où la sœur a tué ses frères pour rester au pouvoir dans le royaume et tout ça. Mais aujourd'hui, si on parle de réalité, oui, Europe, nous, Ukrainiens, donne un exemple de tolérance aussi et des solutions pour les situations complexes politiquement. On regarde avec beaucoup d'intérêt qu'est-ce qu'il passe aussi dans la sphère juridique de justice à Bruxelles, en Allemagne, ici, parce qu'on est prêt d'apprendre des choses, d'adopter les lois en Ukraine pour être, c'est-à-dire acceptable. Mais aussi, l'image d'Europe aujourd'hui en Ukraine, c'est l'image plutôt positive, avec la connaissance de tous des moments, des épisodes historiques qui s'est passé. Parce que, bien sûr, une partie d'Ukraine était une partie du royaume autrichien-hongrois, par exemple. Il y avait des côtés positifs pour l'Ukraine et des côtés tragiques. Il y a un livre, par exemple, pas très connu ici, écrit par un historien magnifique autrichien, Martin Polak, le roi d'Amérique. C'est le livre qui explique
la raison des migrations en masse d'Ukraine et des Balkans à Canada et aux États-Unis. Et c'est une histoire magnifique, on peut faire un film gigantesque, parce que l'émigration en masse d'Ukraine, de Galicie, de Bukovina, était provoquée par le concours de deux compagnies de bateaux, de Bremen et Hambourg. C'est-à-dire, c'est l'influence européenne sur l'histoire ukrainienne. Et on peut trouver les exemples comme ça partout, dans chaque pays. Comment peut-être Danemark a influencé l'histoire des royaumes belgiques ou de France. C'est-à-dire, on est interconnectés. Et comme ça, c'est plus facile à comprendre la place de chaque pays dans l'histoire européenne. Éric De Luca, vous aviez commencé votre intervention en tout début de rencontre pour nous dire que l'Europe, pour vous, ça avait été la paix. Ça avait été justement aussi ce grand continent qui avait essayé d'inventer la paix entre les peuples. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ce continent fait toujours envie, peut toujours être un pôle qui peut attirer? Vous avez beaucoup écrit, évidemment, sur la question des migrants tout au long dans vos livres. Comment est-ce que vous voyez cette attirance que l'Europe peut représenter? D'abord, je voulais répondre à une question que vous avez posée avant. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe pour le reste du monde? Non, a fait l'immigration, a envoyé millions de migrants et donc s'est libéré d'une immense force de désespoir et de force, en offrant force de travail aux autres continents. L'Europe a laissé passer, sans réagir, l'occupation russe de la Crimée, non? Et ce qui a été cet acte d'insouciance a probablement encouragé l'invasion de l'Ukraine. Mais le moment où a commencé l'invasion de l'Ukraine, l'Europe a réagi. A réagi comme c'était impensable jusqu'un jour avant. Ça veut dire qu'il a accueilli millions de réfugiés en ouvrant les frontières, comme si l'Ukraine était une région européenne. Et avant de soutenir avec les armes, tout le reste, la défense de l'Ukraine, la légitime défense de l'Ukraine, elle a absorbé tous les millions de réfugiés ukrainiens. Donc l'Europe a réagi comme un continent, comme une vraie force unitaire. Et le résultat est qu'aujourd'hui, l'Ukraine est une région et une nation européenne. Et ça, c'est la pire défaite de l'invasion russe. Sur le plan militaire, à la fin, on arrivera à une sorte de cessez-le-feu ou de paix. À la fin, les guerres finissent toutes. Mais la guerre pour la Russie est déjà perdue parce que l'Ukraine est européenne. Vous avez parlé de la façon dont l'Europe s'est unie au moment de la crise, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a d'autres tensions qui traversent l'Europe, qui pas toujours vers l'Union, parfois vers la désunion. Comme Toybin, vous êtes irlandais, c'est-à-dire que vous avez regardé depuis votre balcon le Brexit. Il y a des tensions qui se font avec l'essor de mouvements populistes, eurosceptiques. Est-ce que l'Europe est en mesure justement de résister à l'essor de ces mouvements populistes? We love England and Britain, and we want it back in the European Union. And if there's anyone here from Britain, come back. We love you. We want you back. Anytime, anywhere, we'll make an easy deal. Nous aimons le Royaume-Uni et nous aimons la Grande-Bretagne et nous souhaitons que vous reveniez dans les girons de l'Europe. S'il y a des Anglais dans la salle, reviens, on t'aime. C'est la première fois que j'entends un Irlandais dire ça.
this is what Schengen is, this is what Europe is. That those conflicts that lasted all these centuries do not exist now in certain places in Europe, and they certainly don't exist in Ireland, on the island of Ireland, and they don't exist between Ireland and England. And one of the ways that this began was artists and writers. In other words, no matter how bad things were in the conflict in Northern Ireland between, say, Protestants and Catholics, or between North and South, the poets never joined this. The artists never joined, the writers never joined it. We never did North-South conflict. We never did Catholic-Protestant conflict. We never did gay-straight conflict. We never did women-men conflict. That in other words, we created a blueprint on the island which went across to the other island. Ted Hughes, the poet laureate, was always in Ireland. His friends were Irish poets. The poets always went back and forth between the two islands. So we created a sort of blueprint. The others followed later. But it's that idea that argument between Ireland and England no longer exists. As I say, we really mean it. We want you back. We love you. Ben justement, un Irlandais peut dire ça parce que Schengen, parce que l'Europe, parce que les conflits vieux d'un siècle n'existent plus pour nous. Il n'y a plus de conflit entre l'Irlande et l'Angleterre. Et cela grâce aussi au travail des artistes et des auteurs qui, eux, n'ont jamais participé à ces rapports conflictuels, qui n'ont pas fait partie des conflits entre catholiques et protestants, entre nord et sud, entre les homosexuels et les cis, entre les hommes et les femmes. Ce n'étaient pas nos conflits. Les artistes et les auteurs ont toujours su sortir de l'isolation. Je pense à Ted Hughes, qui était le poète émérite de l'Angleterre. Il voyageait constamment entre le nord et le sud de l'Irlande. Tous ses amis étaient des poètes irlandais. Et donc, oui, nous aimons l'Angleterre, nous aimons le Royaume-Uni, nous n'avons plus de conflits avec eux. Venez, 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 revenez à l'Europe. Andrei Kourkov, vous qui venez d'un pays où justement il y a hélas un conflit qui continue depuis plus de 2 ans maintenant, est-ce que l'idéal européen est menacé soit par des forces intérieures, soit par des forces extérieures, pour qui justement l'idéal européen est une menace en tant que tel, parce qu'elle transcende quelque part les nationalismes? Oui, je ne pense pas qu'il y a une menace. En fait, l'Europe, avec les États-Unis, nous aide beaucoup maintenant avec des armes, avec aussi des aides financières. Comme le budget du pays est rempli aussi par les institutions internationales financières parce que l'économie est pratiquement morte en Ukraine. Et oui, si on parle de nationalisme, en fait, dans le Parlement ukrainien, il n'y a pas aucune partie des nationalistes ukrainiens. Il était là en 2006-2007, il y avait une partie qui s'appelait La Liberté, Svoboda. C'était pas réélu pendant les prochaines élections et les nationalistes sont devenus les patriotes. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup d'influence avant et aujourd'hui, on n'attend rien de ça parce que ils pensent qu'être patriote signifie être nationaliste, mais la majorité des gens pensent qu'être patriote, c'est normal. Et c'est aussi être quelqu'un qui accepte que les patriotes sont des racines différentes, d'origine différente. L'Ukraine est un pays multiculturel avec plus que 25 minorités, avec plus qu'une dizaine de langues parlées partout. Comme ça, aujourd'hui, c'est plutôt l'image européenne, c'est le bout, et c'est l'avenir après la fin de la guerre. Éric De Luca, peut-être un mot pour conclure cette rencontre européenne. On parle de l'avenir, justement.
Et j'avais envie de demander comment est-ce que vous-même vous voyez l'avenir de l'Europe. On a parlé de son passé, on a parlé de son patrimoine. Est-ce que finalement l'Europe est vouée à devenir un espèce de continent musée où on resterait fier de notre patrimoine, mais où finalement on se fossiliserait un petit peu? Ou est-ce que c'est un continent qui est toujours capable de se réinventer, qui est capable de se renouveler? Et c'est que c'est déjà produit. C'est déjà produit avec la réaction à l'invasion de l'Ukraine. Mais l'Europe, il y a des nationalismes, des partis nationalistes dans les nations européennes. Mais posons-nous cette question. Quel est l'avenir de l'Europe? Le retour aux États nationaux? Ou le contraire, une majeure coopération, direction fédération, non? Il y a toute une jeunesse qui est née dans l'Europe unie et qui ne voudra jamais revenir à l'arrière. Non? Le désastre de la Brexit a été réalisé par les vieux. Ce sont les vieux, pas les jeunes, qui voulaient se détacher de l'Europe. Donc, les partis nationalistes sont une leste que l'Europe traîne et qui ralentit la marche vers le futur, mais le futur, c'est l'Union européenne plus intense et plus forte avec l'Ukraine à l'intérieur. Donc je pense que l'Ukraine sera le terrain de la majeure investissement, une espèce de Est-Allemagne sur l'échelle plus large. Donc la victoire supplémentaire de l'Ukraine sera que l'Ukraine sera riche et les Russes voudront émigrer en Ukraine. Andrei Kourkov, une réaction. Oui, merci. Je pense vraiment qu'après la fin de la guerre, il y aura si beaucoup de travail pour reconstruction du pays. Et comme ça, tous les nationalistes des pays européens sont bienvenus à venir et nous aider. Can I just add something? There are large numbers of Ukrainian refugees in Ireland, and they're really welcome in the country. And we're looking forward to a future when they become our writers, our footballers, and that they regenerate our society. And there are direct flights every day between Lviv and Kiev and Dublin and Shannon, just that the two countries will connect much more, and that, that in other words, this war has really, I think, changed our country as well, because it has taught us, I think, to accept people from outside, and also I think the Ukrainian, I believe in the schools, Ukrainian girls are just brilliant at physics, at maths, that they're really, whatever you guys have, you've got plenty of brains, and we're grateful for that. Thank you. Moi, je voulais juste rajouter que nous avons beaucoup de réfugiés ukrainiens en Irlande et vraiment, ils sont le bienvenu. Et j'aimerais un jour qu'on ait des footballeurs, des auteurs avec des origines ukrainiennes qui représentent l'Irlande. Cela fait du sang neuf pour notre pays. Et je souhaite qu'il y ait un jour des vols directs tous les jours entre Kiev et Dublin. Je pense que la guerre nous a appris à être plus dans l'acceptation des gens qui viennent d'ailleurs. Et si j'ai bien compris, en Ukraine aussi, le système éducatif fait que vous avez des filles qui sont particulièrement brillantes en tous les domaines scientifiques, les mathématiques, les physiques. Vous êtes des vrais cerveaux et donc on vous accueille sans problème. Merci infiniment. Merci beaucoup à Andrei Kourkov, à Eri De Luca, à Colm Tóibín. Merci à Grace Colson pour l'interprétariat. Vous pouvez les retrouver, évidemment, c'est une forme de réunification européenne dans le Salon du Livre. Vous pouvez, Andrei Kourkov et Colm Tóibín vont aller dédicacer dès maintenant. Je pense qu'il reste encore une demi-heure avant que la fermeture du salon, donc je pense que vous pourrez sans doute les retrouver. Merci beaucoup à vous toutes et à tous et bonne fin de festival pendant le reste du week-end.